Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Messager Télévision. À événement d'exception, personne d'exception, aujourd'hui nous recevons une figure emblématique de la scène politique centrafricaine à quelques heures des élections présidentielles. Son Excellence, Monsieur le Président, le professeur Prosper Armand-Touadéra est notre invité pendant cet entretien de 26 minutes, au cours duquel nous aborderons les grands enjeux de sa campagne, son bilan, mais surtout sa vision pour l'avenir de son pays. Pour mener à bien cet exercice, je ne serai pas seule, à mes côtés Christine. Bonjour Christine. Bonjour Amanda, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Excellence. Merci de nous recevoir aujourd'hui à quelques heures seulement de ce quadruple scrutin décisif pour l'avenir de la Centrafrique et du peuple centrafricain. Pour commencer, une question que tout le monde s'est posée à un moment. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour un troisième mandat? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous donnez de parler de mon pays, la République africaine, et puis des enjeux de ces élections et les perspectives, comme vous l'avez mentionné. Voyez-vous, notre pays sort de longue. L'Ouest africaine a vécu depuis 2013 une crise assez violente, très dure. Mais en 2016, il y a eu des retours à l'ordre constitutionnel. C'est dans la faveur de ce retour-là que j'ai été élu président de la République en 2016. J'ai pris la fonction en 2016. Et depuis, le peuple aussi m'a renouvelé sa confiance. Mais vous savez que, à un moment donné, la presse, certains observateurs, on posait jusqu'à dire que c'était un état fait, ou en progénition. Donc c'était une situation extrêmement qui était la sécurité, des déplacés internes. Vous voyez, à l'aéroport de Bangui, tout autour de l'aéroport de Jean, qui se réfugiaient pour protéger. Et aussi dans les églises, dans les mosquées, et dans les lieux où ils se sentaient aspirés. Mais bien ma prise de fonction, donc la priorité, c'était de rétablir la paix, la concorde, la nationale, la cohésion sociale. Parce que tout cela, toutes ces valeurs nous faisaient défaut en ce moment. Et donc, nous avons travaillé. Grâce à la résilience du peuple centrafricain, au soutien de la communauté internationale. Et méthodiquement, nous avons délivré un programme, un projet pour le rétablissement de la paix. Et bien entendu, avec appuyé par des mesures, des réformes pour améliorer le quotidien des Centrafricains. Aujourd'hui, je peux vous dire à l'unanimité, les Centrafricains pensent qu'il y a eu des avancées, contrairement à ce qu'il y a eu. Et la preuve, pour répondre à votre question, avant même le démarrage, un an avant, dans tout le pays, toutes les communautés confondues, on marche pour solliciter la candidature. Et presque tous les jours, je recevais des réunions demandant de me présenter. Comme même dans cette époque-là, la question n'était pas à l'ordre du jour. Mais eux, ils se préoccupaient parce qu'ils voyaient que des choses avançaient. Donc ça, c'est un succès indéniable. Parce que nous avons discuté aussi avec les groupes armés, on a eu des accords de paix, on a un processus de désarmement qui avance. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Parce que sans la paix, on ne peut parler de développement. Sans la paix, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, le Centrafricain revit la paix, la quiétude. Ça, c'est dingue. Et bien entendu, nous avons travaillé sur un grand nombre de secteurs que je peux signaler ici. L'éducation, par exemple. Après cette crise, le système éducatif était complètement désorganisé. Les établissements scolaires étaient pillés et vandalisés.
Les tables bancs sont devenus des bois de chauffe. Et tout ça. Et nos élèves, les enseignants sont tous revenus à Bangui et très peu dans l'arrière-pays. Et on n'en avait pas assez. Qu'est-ce qu'on a fait dans les 10 ans? On a essayé de reconstruire notre système éducatif. On a les infrastructures, construit de nouvelles écoles. Dans un certain nombre d'endroits, ça reste à faire et il nous faut poursuivre. Nous avons recruté les enseignants en grand nombre. C'est la première fois qu'on fasse autant de recrutement au niveau de l'éducation nationale. Et dans l'arrière-pays, et bien évidemment, on a développé aussi des centres de formation. Parce que nous avons constaté que les enseignants, quand on les forme à Bangui, on les affecte dans les régions. Pour la plupart, il y a des difficultés d'adaptation. Et bien donc, on préfère former les gens dans leur région pour qu'ils restent dans leur milieu. Et aussi adapter leur enseignement à la situation locale. Donc, autant et le contenu aussi. Parce que nous avons repris l'ensemble des programmes qui ont été présentés par des enseignants chevronnés centrafricains tenant compte des contextes du pays. Donc, autant de progrès dans le système éducatif. Il y a encore des défis. Je répète que ça ne veut pas dire que tout est bon. Il y a encore beaucoup de défis. Il y a des zones où il n'y a pas encore, on n'a pas encore construit des écoles. On va le faire. Il y a des endroits qu'il faudrait... Et puis le nombre d'enseignants, il va falloir continuer. D'ailleurs, c'est pour ça que pour l'année 2025, nous avons contractualisé 6 000 enseignants, avec en perspective de les intégrer dans la fonction publique, 1 500 par an. Donc chaque année, nous sommes entendus avec la Banque mondiale qui nous soutient dans ce cadre-là de recruter dans la fonction publique 1 500 enseignants. Ce qui n'est pas rien pour la République centrafricaine. Pour d'autres pays, on voit bien que bon, c'est petit comme effectif. Mais pour la République centrafricaine, c'est important. Parce que nous, on n'a pas ce niveau. Et puis il y a aussi le domaine de la santé où on a fait beaucoup de progrès. Notre système de santé avait connu beaucoup de difficultés. De la même façon, nous avons recruté, on a reconstruit un certain nombre d'édifices ou d'infrastructures pour la santé. On a amélioré, on a défini une politique, une stratégie pour adresser les problématiques de santé dans le pays. Au niveau de la présidence, moi j'ai instauré ce qu'on appelle les 10 domaines d'impulsion présidentielle qui concernent la lutte contre les pandémies, par exemple les accidents de route, aussi le problème de vaccination, les gratuités ciblées, et tout ça font partie des 10 domaines d'impulsion pour permettre d'adresser tous les défis de notre système de santé. Et les choses marchent. Par exemple, pour la vaccination, aujourd'hui, vu que nous n'avons pas beaucoup de ressources, on privilégie, surtout pour les maladies évitables, beaucoup d'informations pour sensibiliser la population et aussi la prévention en termes de vaccination. Et donc, cela marche. Bon, autant de choses, de réformes, de progrès que je vois. Et bien entendu, la justice, parce que la paix s'accompagne. La justice, c'est pratiquement le ciment de la paix et de la sécurité. Donc on a travaillé également, on a rapproché la justice de la population dans l'arrière-pays. Et je vois que les choses se passent bien. Il y a aussi le retour de l'autorité de l'État. Parce qu'avec la crise, tous les fonctionnaires sont venus à Bangui ou bien sont partis ailleurs. Et laissant le pays comme ça aux mains des groupes armés. Aujourd'hui, il y a le retour effectif de l'autorité de l'État. Dans nos régions, vous trouvez des gouverneurs, vous trouvez les préfets, les sous-préfets, des postes de gendarmerie et de police, et on continue de construire même les postes frontières. Donc, autant d'avancées pendant ces 10 années.
Monsieur le Président, vous avez parlé il y a quelques instants de l'appel du peuple centrafricain, des militants du MCE, mais des centrafricains en général, qui vous plébiscitaient pour ce 3e mandat. Je voudrais vous demander, vous venez de passer 2 semaines de campagne intense, vous êtes allé justement au contact des enfants, des plus grands. Quel est le cri de cœur ou l'attente principale que vous avez retenue et comment votre programme pour ce nouveau mandat permet d'y répondre concrètement? Écoutez, ce que moi j'ai rencontré, effectivement, j'ai parcouru tout le pays, une bonne partie, mais le message est clair, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Bien entendu, pour chaque localité, il y a des préoccupations, d'autres les questions de route, d'autres les questions d'eau potable, d'autres il faut adresser les problèmes de santé, d'éducation, donc que nous avons, qui font déjà partie de programmes que nous sommes en train de développer. Voyez-vous, il y a moins de 4 ou 5 mois, nous étions à Casablanca pour présenter notre plan national de développement. C'est un plan d'urgence sur 2024 à 2028 et nous avons déjà entamé depuis 2024. Ce plan regroupe les priorités du gouvernement, les priorités actuelles. Et c'est de manière participative que ces priorités ont été définies. On les a présentées à certains bailleurs parce que nous n'avons pas suffisamment des moyens de développer ça. On voudrait avoir le soutien de la communauté internationale, mais qui a répondu favorablement en faisant beaucoup d'annonces aux alentours de 9 milliards de dollars. Ce qui est peut-être beaucoup pour certains pays, mais dans notre configuration est énorme pour le développement du pays. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux différentes rencontres que j'ai eues dans le cadre des campagnes, des 2 semaines de campagne. Sur cette question de table ronde à Casablanca, justement, des 9 milliards que vous avez réussi à mobiliser, c'est un montant historique, justement, pour la République centrafricaine. On observe, malgré tout, que votre gouvernement affiche une volonté de financement sur fonds propres. Est-ce que c'est une stratégie de souveraineté du politique de la Centrafrique, tout en ouvrant les portes du pays aux investisseurs étrangers? Oui, absolument. Effectivement, vous ne pouvons pas, parce qu'une bonne partie de notre budget est couverte par le soutien de la communauté internationale. Ça ne nous donne pas l'opportunité de faire beaucoup d'investissements importants, parce que ces contributions de la communauté viennent avec des conditionnalités sur lesquelles il faut travailler. Bien entendu, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire, nous sommes déjà dans notre 5e revue que nous attendons. Il faudrait qu'il y ait une grande mobilisation des ressources internes. Et pour ça que nous avons entrepris des réformes au niveau de la gouvernance financière du pays, par exemple la lutte contre la corruption, la digitalisation, lutte contre les mauvaises manières de servir. Il y a beaucoup de choses que nous adressons dans le cadre de la mobilisation des ressources. Et ça, c'est pour augmenter, c'est pour que nous arrivions à mobiliser les ressources internes pour mieux faire fonctionner notre administration. Évidemment, si on reçoit des financements extérieurs, ce serait pour des investissements, pour d'autres, voilà. Donc, effectivement, la mobilisation des ressources internes, c'est un point important dans le cadre de notre programme avec le Fonds. Justement, Monsieur le Président, vous parlez de digitalisation. Comment comptez-vous, si les Centrafricains vous renouvellent leur confiance demain, créer des emplois? Vous avez promis de créer des emplois, oui, mais surtout la transformation économique. Oui, oui. Comment comptez-vous combler ces attentes de la jeunesse si vous renouvelez leur confiance à travers le pouvoir d'achat? En tout cas, pour notre jeunesse qui a un problème d'emploi, de leur employabilité, nous avons plusieurs réformes, plusieurs directions.
D'abord, si vous voyez bien, j'avais parlé de l'intégration massive des jeunes formés dans la fonction publique. Ça, nous allons poursuivre. Il y a aussi le recrutement d'une bonne partie de notre jeunesse dans les forces de défense. À ma prise de fonction, on avait à peu près 5000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes tout au plus dans les 23 000 hommes. Nous projetons, dans un avenir proche, d'atteindre au moins les 5 000 hommes pour garantir la sécurité. Ça fait des emplois en plus pour notre jeunesse. Je ne peux pas toujours compter sur l'État, la fonction publique, le ministère de la Défense. Il y a aussi le secteur privé. Et là, en touchant au secteur privé, nous répondons à une bonne partie de votre question parce que nous pensons que si le secteur privé se développe, il y aura création de richesses et il y aura aussi l'emploi pour nos jeunes qui seront formés. Et c'est pour cela que beaucoup d'actions dans le cadre d'intéressement des investisseurs en Centrafrique, nous avons entamé des réformes sur le plan juridique pour la sécurisation de leur investissement, beaucoup d'autres, la simplification des démarches administratives pour la création d'entreprises, et nous incitons aussi les Centrafricains à créer les entreprises. C'est pour ça que nous avons un ministère des PME, PMI pour accompagner ceux qui veulent créer des entreprises et en même temps les soutenir. Et c'est-à-dire que la Centrafrique est ouverte aux investisseurs étrangers? Bien entendu, notre choix, c'est de ne pas être dans un pays fermé. Non, la Centrafricaine est ouverte à toute forme de coopération, en respectant bien entendu notre souveraineté. C'est de cela dont il est question. Et dans une coopération où nous trouvons nos intérêts. Effectivement. Donc, la Centrafricaine veut une économie ouverte avec les autres pays ou les autres bailleurs de fonds ou investisseurs. Monsieur le Président, nous venons de parler de la jeunesse. Je voudrais vous demander quel est le rôle de la femme dans votre vision de la République centrafricaine, la République centrafricaine de demain. La femme doit jouer un rôle important. Nous avons fait des réformes à tout point de vue, parce que nous estimons que la femme centrafricaine doit prendre sa place dans la gouvernance. Et nous avons pris plusieurs mesures. D'abord, la loi sur la parité, que j'ai promulguée dès ma prise de fonction, et avec l'Observatoire et les autres qui accompagnent. Et deuxièmement, même sur le plan politique, on veut pousser les femmes centrafricaines dans la gouvernance. Au point que pour ces élections, des mesures ont été prises pour qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un pourcentage de femmes au niveau des partis politiques qui participent à cet enjeu électoral. Et pour les municipales et régionales, les élections municipales et régionales, nous avons, il a été institué ce qu'ils appellent les listes zébrées. Ça veut dire que comme c'est des systèmes de listes, si un homme est à la tête de liste, immédiatement après, ça doit être une femme. Après un homme, après une femme. Et si c'est la femme qui est tête de liste, après la dame, eh bien il y aura un homme. Donc, pour que on soit sûr que les femmes puissent être dans de bonnes conditions. Même pour les législatives, il y avait des conditions sur avoir des terrains ou être propriétaire d'un terrain bâti, mais cette mesure a été levée pour permettre aux femmes, parce que dans notre pays, on a vu que ça, c'est une mesure qui peut réduire la candidature des femmes. On l'a enlevé pour essayer de faire participer les femmes centrafricaines. Et nous travaillons au niveau du système éducatif et j'avais promis d'ailleurs que dans les sélections des bourses, eh bien, les filles seront prioritaires dans l'octroi des bourses. Et on travaille sur l'éducation des jeunes filles.
Et ça, ce sont toutes ces réformes qui vont dans la direction que vous venez d'indiquer. Et la femme doit prendre sa place en République centrafricaine. Revenons un tout petit peu sur la campagne qui s'achève aujourd'hui, parce que demain, les votants sont appelés à se retrouver dans les bureaux de vote. Certains opposants estiment qu'ils n'ont pas eu accès aux moyens logistiques pour se déployer sur le terrain et envisagent un boycott du scrutin demain. Quelles dispositions vous avez prises, Monsieur le Président, pour garantir la sérénité et la crédibilité du processus électoral? Oh, je voudrais rectifier. Je n'ai pas entendu qu'ils boycottent les scrutins de demain. Non, ça n'a pas été, disons, à ma connaissance. Mais j'ai écouté que certains se sont plaints du fait qu'on leur a interdit les avions, qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Mais voyez-vous, d'abord, les sociétés d'aviation ici ne sont pas des sociétés étatiques. C'est des privés. Donc, qui recherchent le profit, l'argent et tout ça. Donc, ce n'est pas à nous de dire qu'on les empêche d'avoir des moyens de déplacement par voie aérienne. Non. Il n'est pas question. Quand vous êtes candidat, quand vous prévoyez d'être candidat, vous avez en place votre stratégie. Vous savez vous allez vous déplacer. Et vous mettez en œuvre les moyens pour accomplir ce que vous avez décidé. Donc, au premier client arrivé, au premier servi. Si les gens ont été là et qui ont loué les avions, et qu'il n'y a plus d'avions, est-ce que c'est le premier client qui a empêché les autres d'avoir les avions? Je ne pense pas, c'est le problème est vraiment mal posé. Et en plus, dans les pays voisins, vous savez, Bangui est à 1h30 de vol de Yaoundé, de Douala, de Libreville, de Brazzaville, de Kinshasa, de Djamena. Dans tous ces pays, il y a des sociétés d'aviation. On peut louer des avions. Moi, quelquefois, pour mes déplacements, je loue des avions venant de ces pays pour faire des déplacements pour un certain nombre de missions. Donc, ce n'est pas fermé. Malheureusement, pour notre pays, on n'a pas beaucoup de sociétés qui travaillent pour faire louer des avions. Et c'est ça, là, le problème. Mais on ne peut pas imputer ça aux autres candidats. Chacun cherche les moyens. Et figurez-vous, je peux vous raconter une histoire. En 2016, quand j'étais candidat pour la première fois, j'avais loué pour mes déplacements en province, loué des avions que j'ai payés. J'ai payé et j'attendais la deuxième semaine pour faire ces déplacements. Avant le jour J, on se pointe pour convenir de l'heure de départ et ainsi des conditions. Quand on est arrivé, mes gens sont arrivés, eh bien, la société leur a tout simplement tendu à rembourser l'argent, alors qu'on a payé, réservé. J'aurais pu crier en ce temps-là. Hein? Et on savait qui avait fait cela, mais on n'a pas crié. J'ai dû faire le déplacement, j'ai dit, bon, puisque j'ai plus d'avion, ben, je ne peux pas accuser les uns les autres, chacun. On a fait le déplacement par la voie routière. Je suis allé jusqu'à Bossangwa. J'ai fait des meetings là-bas. Et au retour, d'ailleurs, pour la fameuse histoire, je suis l'un des véhicules qui m'accompagnait avait des problèmes de crevaison, plusieurs crevaisons, en pleine brousse, était obligé de passer la nuit à Ndjo. La nuit du 24 décembre 2015. J'étais dans un village à Ndjo. On a passé... Alors, c'est pour vous dire que je ne comprends pas vraiment et qu'on veut indexer un des candidats ou qui... Je ne sais pas. Et puis, je vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser tous les candidats qui vont pour leur campagne dans l'arrière-pays. La preuve,
Certains ont pris la route, ils sont allés jusqu'à la frontière, ils sont revenus, ils ont tenu des meetings. J'en ai croisé qui étaient passés avant moi à Bossangwa et qui ont dû prendre le même espace après moi à Bokaranga et ainsi de suite. Donc on se croisait. Hein. C'est une bonne chose, ça, c'est vraiment la démocratie. On voit bien que bon, la place est laissée à tout le monde. Maintenant, c'est au peuple centrafricain d'en décider. Nous retenons que monsieur le candidat, le président est fair play. C'est un candidat fair play. Mais effectivement, je n'ai pas de raison. Je veux vraiment l'enracinement de la démocratie. C'est important. Parce que pour lutter contre l'insécurité, les violences à répétition, voyez-vous, pour l'histoire de notre pays, tous les 10 ans, il y a des crises, des violences militaires et politiques. Et quant à ces violences, eh bien, c'est des destructions, c'est des tueries, il y a un peu tout, le pays recule. Pour combattre cela, il faut que la démocratie s'enracine. Et ça, c'est mon cheval de bataille. Donc je ne peux pas réclamer la démocratie et commencer par empêcher les autres candidats de battre campagne. C'est le jeu démocratique. Voilà. Monsieur le Président, puisqu'on parle de la question sécuritaire, on a assisté aux accords de paix, des armements de plusieurs groupes armés, les principaux notamment. Mais les défis sécuritaires persistent, vous venez de le relever, dans certaines régions du pays. Quel est l'engagement zéro tolérance que vous prenez pour éradiquer définitivement ces groupes armés si vous êtes réélu le 28 décembre prochain? En tout cas, voyez-vous, je vous avais dit, la priorité, c'est la paix, la stabilité, la cohésion sociale, la sécurité en République centrafricaine. Pendant les 10 dernières années, je me suis consacré à rétablir la paix. La paix par le renforcement de nos forces, de notre outil de défense. Bien entendu, nous étions soutenus par la communauté internationale et aussi par un certain nombre de partenaires, notamment la MINUSCA, et nos alliés rwandais et russes qui sont là à nos côtés pour renforcer nos forces de défense et de sécurité. Ça nous permet de reconstruire notre armée. Nous sommes passés d'une armée de projection à une armée de garnison pour rapprocher l'outil de défense proche des populations et des zones. On a créé des zones de défense. Et on a travaillé la même chose pour la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la douane. De la même manière, nous allons adresser par cette voie les problèmes de sécurité. Mais ce n'est pas forcément militaire, la sécurité. Côté militaire, c'est là. Mais il faut le dialogue, les discussions avec les autres. C'est pour ça que nous avons pu signer des accords le 6 février 2019 avec les 14 groupes armés. 14 groupes. Nous avons été soutenus dans cette démarche par la communauté internationale et tous les pays voisins qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, en faveur de cet accord, sur les 14 groupes armés, 11 se sont déclarés auto-dissous. Donc, qui n'ont pas d'existence légale ni connue. Donc, ils ont arrêté toute activité. Les membres ou les combattants de ces groupes, eh bien, certains ont regagné l'armée nationale, d'autres continuent de mener leurs activités socio-économiques. On va poursuivre. Il y a encore d'autres groupes. On vient de ma politique de main tendue. J'ai donc discuté avec les deux groupes armés, 3R et UPC, qui ont aussi accepté de rentrer dans la République. Et aujourd'hui, suivent un processus de désarmement qui marche. Il y a un troisième groupe aussi qui s'est ajouté. Si ce n'est les problèmes de calendrier aujourd'hui, on aurait pu finaliser cet accord avec le MPC bientôt. Donc c'est à la fois par le renforcement de notre outil de défense, par la politique de dialogue, de main tendue, en permanence. Je pense que c'est là que nous allons retrouver la paix. Et aussi la justice. Nous sommes en train de développer la justice
Parce que s'il n'y a pas la justice, évidemment, c'est source de frustration et beaucoup d'autres choses. Et la justice transitionnelle qui se met en place avec le comité, la commission vérité, justice et réparation, bien, tout ça, ce sont des ingrédients qui vont concourir à la paix. Vous avez dit qu'il y a encore des... Comme dans tout pays, il y a des bandits, il y a ceux qui, d'une certaine manière, veulent toujours commettre des violences pour sortir de cadres étatiques ou bien juridiques. Eh bien, il y en a comme ça, dans tous les pays. Mais à l'encontre de cela, notre armée sera, nos forces de défense seront présentes, hein, comme dans tous les autres pays. C'est pour ça que nous voulons vraiment la montée en puissance de nos forces de défense, leur déploiement en garnison dans l'ensemble du pays pour adresser justement ces crimes inutiles et du banditisme, je veux dire. Monsieur le Président, nous tirons déjà vers la fin de cet entretien, mais Merci. nous ne pourrons pas clôturer sans parler des médias internationaux qui s'accordent à dire que votre investissement sur la crypto-monnaie est un énorme gouffre financier pour votre État. Qu'est-ce que vous en dites? Non, gouffre financier. Qu'est-ce que l'État a dépensé dans ce sens? Nous avons tout simplement légiféré. Nous avons pris une loi sur la crypto. Pourquoi nous faisons ça? Vous savez aujourd'hui que quand on a fait voter la loi sur la crypto-monnaie, on a été combattu. Il y a eu beaucoup de désinformation sur la question. Il y avait même la Cour constitutionnelle de l'époque qui a pris un certain nombre de décisions qui a cassé le projet. Parce que le projet vise à mobiliser les investissements étrangers ou les petits investisseurs. En prenant des lois en prenant des décisions, ils ont cassé la dynamique. Et on est obligé de reprendre. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, puisque nous avons raison. Nous avons raison. Voyez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde, même les finances internationales, eh bien, s'accordent pour dire qu'il faudrait travailler sur la crypto. On ne peut plus revenir en arrière. Évidemment, nous avons tort d'avoir été à l'avant-garde, mais je crois que les autres vont nous rattraper. Je vois aujourd'hui que beaucoup de grands pays, même les États-Unis, la crypto se développe. Alors pourquoi pas un pays africain qui soit à l'initiative ou bien qui prenne des mesures? Pourquoi on continue de dire c'est parce que on a été les premiers à parler de la crypto et que les gens veulent montrer que c'est rien, c'est un gouffre. Qu'est-ce que l'État a dépensé? Tu n'as rien mis dans ça. On a légiféré, on a voulu structurer la crypto pour permettre de mobiliser des ressources. Et ça continue. Le projet n'est pas terminé. On est dans la phase de tokenisation de cet nombre de nos ressources. Voyez-vous que la République centrafricaine est pauvre d'investissement, de financement, pardon, pour, disons, financer nos projets. À travers la crypto, si on a un bon projet qu'on peut tokeniser et mobiliser les petits investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont dans le monde entier, qui devaient nous permettre d'implémenter nos projets, que ce soit des projets agricoles, que ce soit des projets miniers, que ce soit des projets du domaine des cadastres et autres. Et ça, c'est un moyen pour nous, que nous pensons possible de mobiliser des ressources pour financer notre développement. Tout le monde va nous suivre. Les gens vont nous suivre. Mais nous avons eu tort d'être les premiers. C'est tout simplement cela. Et bon, je vois sur quelques chaînes ici qu'on commence à dire que c'est un gouffre financier. Il faut dire que qu'est-ce que l'État a fait
c'est-à-dire à donner comme investissement et qu'il n'y ait pas de retour. Non, on crée les conditions pour la mobilisation des ressources à travers la crypto-monnaie, que nous pensons que le monde entier ne pourra pas échapper. Ça circule partout. Dans tous les pays africains, il y a la crypto qui circule. Et encore, dans les pays européens et autres, asiatiques, la crypto circule. Voilà ce que je peux vous dire. Et je voudrais profiter de votre plateau pour dénoncer cette campagne de désinformation. C'est inutile. Si on voit bien, il y a certaines presses qui veulent, parce qu'on était les premiers, ils ont commencé à regarder, à parler de ça, à avoir une loi pour ça. Ce que nous avons fait, c'est de légiférer le secteur et d'en faire un outil de mobilisation de ressources. Ils n'ont pas vu, nous on a été les premiers à voir, il faut qu'ils acceptent. Donc vous continuez le projet. Nous continuons le projet. Mais qu'est-ce que nous perdons? On a tout à gagner. Et je dis, dans leur pays, ça circule. Dans le monde entier, les crypto-monnaies circulent. C'est indéniable, ça. Pourquoi on reprocherait? Ça circule ici aussi en Centrafrique. Mais nous, on a été l'un des premiers à vouloir légiférer, à créer des lois pour gérer les crypto-monnaies. C'est ça que les gens... On a eu tort, mais je ne pense pas. L'avenir nous donnera raison. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci d'avoir partagé avec nous vos priorités et vos projets pour le développement de la Centrafrique. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'édition spéciale Focus Centrafrique, élection présidentielle 2025. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Retrouvez-nous derrière sur les programmes de Messager Télévision. Au revoir. Merci.